La sœur qui a pris mon petit ami il y a 18 mois est arrivée avec lui. Elle a levé sa bague et a demandé, « Tu loues toujours ce triste petit studio ?» Mon ex a ri, « Tu as l'air mal en point, être seul ne te réussit pas. » Puis mon père s'est levé et a dit, « Ton poste est supprimé. » Elle n'avait aucune idée que je possédais leur immeuble. Ma sœur est entrée à la fête de fin d'année de l'entreprise avec mon petit ami à son bras et la première chose qu'elle a faite a été de lever sa main gauche pour que les lumières du plafond puissent attraper le diamant. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a laissé la bague parler pour elle. Et puis elle m'a regardé avec ce sourire lent et délibéré et a dit, « Toujours dans ce triste petit studio sur la 8e rue ? Je voulais te demander si tu avais besoin d'aide pour payer le loyer. » Mon ex a ri, un vrai rire, le genre qui vient d'une personne qui pense sincèrement avoir déjà gagné, et m'a regardé de haut en bas et a dit, « Tu as l'air mal en point. Honnêtement, cette histoire de faire cavalier seul ne te va pas du tout. » Je tenais un verre d'eau pétillante. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pris une longue gorgée et j'ai soutenu leur regard jusqu'à ce que leur sourire devienne moins confortable pour eux. Et puis mon père a fait teinter sa fourchette contre son verre de vin de l'autre côté de la pièce et tout le monde s'est tourné pour regarder. Il avait une annonce à faire. Avant que je ne vous dise ce qu'il a dit, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Et si vous avez déjà dû rester assise parfaitement immobile dans une pièce pleine de gens qui pensaient qu'ils étaient en train de gagner, cliquez sur j'aime. Celle-ci est pour vous. Je m'appelle Alay et j'ai 29 ans. J'ai grandi à Nashville, la fille aînée d'une famille qui a tout construit autour d'une seule entreprise, Magnolia Catering and Events. Mes parents l'ont lancé depuis notre garage quand j'avais 8 ans. Ma mère préparait la recette de biscuits de sa grand-mère en quantités industrielles. Mon père chargeait des plaques de cuisson dans une camionnette empruntée et les livrait à des repas partagés d'église et à des déjeuners de bureau dans tout le comté de Davison. Au moment où j'étais au lycée, c'était devenu une vraie entreprise. Un personnel de 12 personnes, un bail pour une cuisine commerciale sur la rue Monroe, une liste de clients qui incluait 3 labels de musique country et la collecte de fonds annuelle du maire. J'ai donné mes 20 ans à cette entreprise. J'ai construit le système de réservation. J'ai renégocié les contrats avec les fournisseurs. J'ai formé tous les responsables de salles que nous avons jamais eus. Je n'en étais pas le visage. Ma mère s'occupait du charme. Mon père s'occupait des poignées de main. Mais j'étais la raison pour laquelle ça fonctionnait. Ma sœur cadette, Raven, ne comprenait rien de tout cela. C'était elle qui illuminait une pièce, celle qui postait les photos, obtenait les abonnés et donnait l'impression que tout était sans effort. Mes parents l'adoraient pour ça. On ne lui a jamais demandé de rester tard. On ne lui a jamais tendu une feuille de calcul à 9 h un vendredi soir. Elle se montrait simplement quand tout était joli, souriait pour la caméra et partait avant le nettoyage. J'ai présenté Wyatt à ma famille lors d'un barbecue d'entreprise il y a 3 ans. Il était intelligent, vif, bon avec les chiffres, et il m'a dit qu'il voulait construire quelque chose de réel. Je l'ai cru. Je l'ai fait entrer dans l'entreprise. J'ai passé 18 mois à lui apprendre chaque système que j'avais construit, chaque relation client que j'avais cultivée, chaque raccourci que j'avais appris à la dure. Il y a 15 mois, je suis rentré d'une réunion avec un fournisseur 2 heures plus tôt et j'ai trouvé sa voiture dans l'allée de ma sœur. Je n'ai pas crié. Je suis resté assise dans ma propre voiture dans la rue pendant 11 minutes, puis je suis parti. Mes parents m'ont demandé d'être professionnel à ce sujet. Ma mère a dit, « Ces choses arrivent, Alay. Tu ne veux pas rendre cela désagréable pour l'entreprise. » Mon père a hoché la tête comme si c'était la fin de la discussion. Alors, j'ai été professionnel. Je n'ai rien dit. Je me suis présenté au travail le lundi suivant et le lundi d'après. J'ai souri lors des réunions avec les clients et j'ai retenu mon souffle chaque fois qu'ils entraient ensemble, ce qu'ils ont commencé à faire environ 6 semaines après que je l'ai découvert. La fête de fin d'année était censée être un événement standard. La présence était obligatoire. Le mot de mon père, pas le mien. Je suis arrivé à l'heure. J'ai porté une robe noire que j'avais depuis 2 ans et j'ai pris un verre d'eau pétillante au bar parce que je voulais rester vive pour tout ce qui allait arriver. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Après la petite performance de Raven avec son diamant, après le petit commentaire de Wyatt sur mon apparence, mon père s'est levé et la pièce est devenue silencieuse. Il a remercié tout le monde pour une année forte. Il a parlé de croissance, de vision et d'héritage. Et puis il a dit qu'à compter du 1er janvier,
Wyatt assumerait le rôle de directeur des opérations de Magnolia Catering and Events. La salle a applaudi. Mon père ne m'a pas regardé. Il a continué à promener ses yeux dans la pièce, se posant sur Raven, se posant sur Wyatt, ne se posant jamais sur moi. Puis, presque comme une pensée après coup, il a mentionné que mon poste, directrice des opérations, le titre que j'avais détenu pendant 4 ans, était en cours de restructuration. On me proposerait un contrat de consultation à temps partiel jusqu'à la fin du premier trimestre. Après cela, le poste serait supprimé. Ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Elle m'a lancé un regard que je reconnaissais de mon enfance. C'était le regard qui disait « Ne fais pas de scène. C'est comme ça. Sois gracieuse. » J'ai posé mon verre sur la table la plus proche. J'ai pris mon manteau et mon sac. Je suis sorti par la porte latérale pour me retrouver sur le parking où l'air de décembre venant de la rivière Quimberland était froid et vif. Je suis resté à côté de ma voiture un instant et j'ai juste respiré. Mon téléphone a vibré. Une notification de mon tableau de bord de gestion immobilière. Une nouvelle demande de location avait été soumise pour l'immeuble de la rue Monroe. J'ai regardé le nom sur la demande. Je suis monté dans ma voiture. Le trajet de la salle de réception à ma vraie maison prend 22 minutes. Pas au studio sur la 8e rue. Je garde cet endroit pour une seule raison précise, sur laquelle je reviendrai, mais à ma vraie maison, un condominium de 3 chambres à Germantown que j'ai acheté il y a 4 ans en espèces avec l'argent de ma première vraie transaction immobilière. L'immeuble a un portier. La cuisine a des comptoirs en marbre. Depuis les fenêtres du salon, on peut voir la rivière. Ma famille n'y est jamais entrée. J'ai créé Ironwood Capital LLC il y a 5 ans avec 12 000 $ que j'avais économisés pendant 3 ans en ne vivant de presque rien. Ma première acquisition a été un duplex à East Nashville. J'ai loué les 2 unités le même mois où j'ai conclu la vente. 6 mois plus tard, j'ai utilisé les fonds propres pour aider à financer ma deuxième propriété. Puis une petite bande commerciale sur Gallatin Road. Puis l'immeuble de la rue Monroe, une structure trapue en briques de 2 étages dans le quartier de Wedgwood-Houston qui était restée vacante pendant presque un an avant que je n'approche le vendeur. La raison pour laquelle je voulais cet immeuble en particulier était simple. L'entreprise de ma famille louait la cuisine commerciale au rez-de-chaussée depuis 11 ans. Leur bail passait par une société de gestion immobilière que j'ai créée sous un nom de LLC différent. Ils payaient à temps chaque mois par virement automatique et personne n'a jamais demandé qui était à l'autre bout de ce virement. J'ai acheté l'immeuble 8 mois avant que Wyatt n'entre dans ma vie. Ce qui signifiait qu'au moment où il apprenait les relations avec les fournisseurs, les systèmes de réservation et les flux de travail de la cuisine que j'avais conçus, il apprenait sans le savoir à opérer dans un espace que je possédais. Je n'ai jamais corrigé l'hypothèse de personne. Cela n'a jamais été abordé. Depuis mon bureau à domicile ce soir-là. 3 moniteurs, des lignes épurées, rien sur les murs sauf une photo encadrée de ma grand-mère le jour où elle a ouvert son premier compte d'épargne, en 1971, dans une robe qu'elle avait cousue elle-même. J'ai ouvert la demande de location de la rue Monroe. Wyatt avait demandé un prêt privé d'expansion d'entreprise de 400 000 $ par l'intermédiaire de la branche de prêt d'Ironwood. Je me suis rassise dans mon fauteuil. Il engageait comme garantie tout l'équipement de traiteur appartenant à Magnolia, les véhicules de l'entreprise et la durée restante du bail de la cuisine de la rue Monroe. Il a joint 3 ans de projection financière. J'ai ouvert les fichiers QuickBooks réels auxquels j'avais encore accès via l'identifiant administrateur que personne n'avait révoqué, et j'ai comparé les chiffres. Les projections qu'il avait soumises étaient fabriquées, pas exagérées, fabriquées. Il avait gonflé les revenus d'environ 40% et éliminé entièrement 2 postes de dépenses majeures. J'ai appelé mon avocat, Félix, qui s'occupe de tout pour Ironwood. Il a décroché à la 2e sonnerie. Tu vas vouloir jeter un œil à la demande qui vient d'arriver, lui ai-je dit. Déjà signalé, a-t-il dit. Les chiffres des revenus ne correspondent à rien dans leur déclaration publique. S'il soumet ça à une banque traditionnelle, il risque des poursuites pour fraude bancaire. En venant chez nous, il est juste en violation de nos conditions de demande. J'ai de nouveau regardé la section des garanties. Le bail de la cuisine. Engagez un bail pour un immeuble dont vous ne savez pas qu'il appartient à la personne que vous avez humiliée il y a 3 heures. Approuve-le, ai-je dit. Félix est resté silencieux un moment. Allez, je sais. Rédige l'approbation ce soir.
Je veux des clauses de performance très spécifiques cachées dans l'accord. Tous les fonds doivent rester sur des comptes nationaux liés à l'entreprise. Pas de retrait personnel de plus de 1 000 $ par mois sans autorisation écrite. Rapports financiers obligatoires tous les 30 jours. Et Félix rend la clause de défaut automatique. Toute violation de clause déclenche un dépôt de privilège UCC immédiat sur toutes les garanties engagées. Il a commencé à taper. Il ne va pas le lire attentivement. Non, ai-je dit, il ne le fera pas. Les gens désespérés ne le font jamais. L'approbation est apparue sur le portail de demande de Wyatt à 9 h le lendemain matin. À midi, il avait confirmé l'acceptation des conditions. À 3 h de l'après-midi, le tableau de bord d'Ironwood montrait que les fonds avaient atterri sur le compte professionnel de Magnolia. À 4h30, Wyatt avait initié un virement de 38 000 $ du compte professionnel vers un compte personnel à son nom. Il n'avait même pas attendu 24 heures. La clause de défaut automatique s'est activée au moment où le virement a été effectué. Les privilèges UCC ont été déposés simultanément sur chaque élément de garantie qu'il avait engagé, y compris le bail de la rue Monroe. Ce qui signifiait que Magnolia Catering & Events exploitait désormais une cuisine commerciale à l'intérieur d'un bâtiment où le bail lui-même avait été légalement gelé. Félix m'a appelé pour confirmer. Les privilèges sont enregistrés, a-t-il dit. Ils peuvent encore physiquement exploiter la cuisine aujourd'hui, mais dès que quelqu'un fera une recherche de titre ou une vérification diligente de prêteur sur ce bail, ce qui arrivera à la seconde où ils essaieront de refinancer ou de demander un crédit ailleurs. Cela apparaîtra et les comptes opérationnels sont gelés jusqu'à la résolution du défaut. Combien de temps avant qu'ils ne le sentent? Ai-je demandé. La paie est versée vendredi. J'étais à mon vrai bureau dans mon vrai immeuble de bureau au centre-ville, une petite suite au 6e étage d'un immeuble que je possède en copropriété avec 2 autres investisseurs, un détail que ma famille n'a jamais connu. Quand Raven m'a appelé 3 jours plus tard, elle a commencé par des banalités, ce qu'elle ne fait jamais, a demandé comment j'allais, a mentionné les vacances, puis elle a dit qu'elle avait besoin d'une faveur. Juste une petite chose en fait, parce que planifier un mariage était si cher et elle savait que je ne faisais rien de mon argent, vivant juste dans ce petit studio, et que je pourrais sûrement lui prêter quelque chose pour aider à couvrir la compte du lieu. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Elle a envoyé un texto 20 minutes plus tard. Le ton avait changé. Elle a dit qu'elle avait en fait quelque chose d'important à me dire. Elle était enceinte. Très tôt, a-t-elle dit, mais c'était réel. Et elle était tellement stressée par les finances et le stress n'était pas bon pour le bébé, et si j'avais la moindre décence, je l'aiderais. Je suis resté avec ce texto pendant 1 minute. Puis je me suis connecté au compte Amazon de la famille, l'abonnement prime partagé que ma mère avait mis en place il y a 8 ans et n'avait jamais dissous. Connecté aux appareils de tout le monde, avec l'historique des commandes partagées et tout le reste. J'ai cherché dans l'historique d'achat de Raven. 2 jours avant son appel, une commande d'un site de cadeaux fantasy avait été expédiée à son adresse. La description de l'article, test de grossesse positive pour blague. Réaliste, réutilisable, infaillible. 14,99 $. J'ai pris une capture d'écran. Je l'ai enregistré dans un dossier sur mon disque crypté à côté des projections de prêts falsifiés, de la notification de défaut automatique et d'une copie du dépôt UCC. Le dossier commençait à se remplir. Mon père s'est présenté à l'appartement studio un mardi après-midi. Il n'a pas appelé avant. Il a juste frappé fort, le genre de coup qui s'attend à ce qu'une porte s'ouvre immédiatement. Et quand je l'ai laissé entrer, il est passé devant moi et s'est tenu au milieu du petit salon les bras croisés, observant les meubles dépareillés et les murs nus. Et j'ai regardé sa posture faire cette chose où il croit que le décor fait de lui l'autorité dans la pièce. Il m'a dit que l'entreprise faisait face à un problème bancaire temporaire, une sorte de blocage sur les comptes opérationnels. Il a dit qu'il n'était pas sur des détails, mais que Wyatt s'en occupait et que ce serait résolu. Le problème, a-t-il dit, était que pendant ce temps, il y avait des dépenses à venir. La paie du personnel de cuisine, une facture de fournisseur qui ne pouvait pas attendre, et il avait besoin que j'aille à ma banque pour contracter un prêt personnel, 40 000 $ à mon nom, transféré sur le compte de Magnolia avant jeudi. Je l'ai regardé longuement. Non, ai-je dit. Il l'a expliqué à nouveau, plus lentement, comme si je n'avais pas compris. Il a mentionné ma mère, mentionné le personnel qui dépendait de l'entreprise, mentionné que c'était une affaire de famille et que la famille se serrait les coudes. J'ai dit non à nouveau.
sa voix est descendue dans ce registre que je me rappelais de l'enfance. Basse, délibérée, destinée à atterrir comme une main sur votre épaule de la mauvaise manière. Il m'a dit que si je refusais, il s'assurerait que tous les contacts qu'il avait dans l'industrie de l'hôtellerie de Nashville sachent que j'étais difficile, peu fiable, que personne ne voudrait de moi professionnellement. Il y avait une petite caméra ring sur mon étagère, un palais blanc à peine visible entre 2 livres de poche empilés. Je l'avais mise là le matin après la fête de fin d'année, au cas où. Elle enregistrait en haute définition et téléchargeait directement sur le stockage en nuage en temps réel. Je l'ai laissé terminer sa menace. Puis j'ai regardé l'étagère. « Vous allez vouloir partir » ai-je dit doucement. Il a suivi mon regard. Il a fixé la caméra un long moment puis, sans un autre mot, il s'est retourné et est sorti. J'ai appelé Félix avant que mon père n'ait atteint l'ascenseur. Ajoute l'enregistrement au dossier, ai-je dit. Et dépose la note d'incident aujourd'hui. Je veux que tout soit horodaté et documenté. Déjà en cours, a dit Félix. Et allez, Wyatt a appelé notre ligne d'accueil ce matin. Il demande une réunion d'urgence avec le directeur d'Ironwood Capital. Il n'a aucune idée de qui c'est. Il amène ton père. J'ai regardé par la fenêtre du studio la rue en bas. Planifie-la, ai-je dit. Après-demain, 10 heures du matin. Dis-leur que le directeur a accepté de discuter d'une résolution potentielle. Et quand ils arriveront. J'ai pensé au matin où je suis resté assise dans ma voiture devant la maison de ma sœur pendant 11 minutes. J'ai pensé au lundi où je suis retourné chez Magnolia et j'ai souri pendant une réunion client comme si de rien n'était. J'ai pensé à la photo de ma grand-mère sur le mur de mon bureau, sa main posée sur un bordereau de dépôt dans une banque qui l'avait probablement fait attendre 2 fois plus longtemps que n'importe qui d'autre pour ouvrir un simple compte d'épargne. Et la façon dont elle souriait quand même, parce qu'elle comprenait quelque chose sur la patience que j'étais encore en train d'apprendre. Quand ils arriveront, ai-je dit, laissez-les attendre dans le hall pendant 15 minutes, puis faites-les monter. Le matin de la réunion, je me suis levé tôt. J'ai fait du café. Je suis resté dans ma cuisine dans le silence, et je me suis laissé sentir la texture spécifique de ce mardi particulier, la lumière venant de la rivière, la ville déjà en mouvement en bas, l'étrange et nette simplicité de n'avoir plus rien à feindre. Je suis allé à mon placard et je n'ai pas pris le cardigan et les chaussures plates que je gardais au studio pour les visites familiales. Je me suis habillé avec le blazer anthracite que j'avais fait tailler au printemps dernier. Celui que je portais quand j'ai conclu l'achat de ma 7e propriété, un pantalon sombre, des talons dont je savais par expérience qu'ils faisaient un son spécifique sur les parquets qui exigeaient une réponse. Ma grand-mère m'a laissé sa bague de fiançailles à sa mort. Pas à ma mère, pas partagée entre ses petits-enfants, mais spécifiquement à moi dans un addendum manuscrit à son testament qui disait, pour Allais, qui je pense comprend ce que signifie construire quelque chose que personne ne peut prendre. Ma mère l'avait contesté. L'avocat l'avait confirmé. Je la portais ce matin-là à ma main droite, une fine alliance en or avec une petite émeraude carrée, et je ne me sentais pas sentimental. Je me sentais prête. Félix et moi sommes arrivés à la suite de bureau à 9h30. Nous avons disposé 3 dossiers sur la table de conférence, tous noirs, sans étiquette. La pièce avait des fenêtres allant du sol au plafond orienté à l'est. À 7 heures, la lumière entrait basse et directe. Elle faisait plisser les yeux de quiconque était assis du côté visiteur de la table. À 9h55, la réception a appelé. Votre rendez-vous de 10 heures est là. Donnez-leur quelques minutes, ai-je dit. Puis faites-les passer. À 10h12, j'ai entendu l'ascenseur. J'étais déjà assise en bout de table quand la porte s'est ouverte. Félix se tenait à ma gauche. Les dossiers étaient devant moi. Wyatt est entré le premier. Il portait une veste que je reconnaissais, bleu marine, celle qu'il avait achetée quand il a commencé chez Magnolia, quand il essayait encore de ressembler à quelqu'un qui avait sa place dans les réunions d'affaires. Sa mâchoire était serrée. Il s'efforçait de paraître confiant, et je connaissais cette posture parce que je l'avais vu la pratiquer dans le miroir de ma salle de bain il y a 2 ans. Mon père est entré derrière lui. Ils m'ont tous les deux vus exactement au même moment. L'air a quitté la pièce. La bouche de mon père s'est ouverte. Il a regardé Félix. Il m'a regardé à nouveau. Il a dit quelque chose à propos d'une erreur, de la mauvaise salle, de l'endroit où se trouvait le dirigeant qu'ils étaient censés rencontrer. Sa voix avait une qualité que je n'avais jamais entendue auparavant.
Et il m'a fallu une seconde pour l'identifier. C'était la voix d'un homme dont les fondations venaient de bouger. « Asseyez-vous » ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Félix m'a présenté calmement et précisément comme la fondatrice et directrice générale d'Ironwood Capital LLC, l'entité qui détenait leur contrat de prêt, les privilèges UCC sur toutes les garanties engagées, et la position de bail supérieure sur le 1140 rue Monroe. L'adresse depuis laquelle ma famille opérait depuis 11 ans. Wyatt s'est assis, ou plutôt il a cessé de se tenir debout, et la chaise l'a rattrapé. J'ai ouvert le premier dossier. Ceci est le contrat de prêt que vous avez signé, ai-je dit, en faisant glisser le document devant Wyatt. Section 7, paragraphe 3, restriction de compte national. Pas de retrait personnel supérieur à 1 000 $ par mois. Vous avez transféré 38 000 $ sur un compte personnel 31 heures après la mise à disposition des fonds. J'ai fait glisser le relevé de virement à côté. C'est une rupture de contrat. Cette rupture a déclenché la clause de défaut automatique qui a déclenché les privilèges UCC, c'est pourquoi votre paie a échoué, votre crédit fournisseur est gelé et vous ne pouvez plus refinancer, emprunter contre ou légalement transférer aucun actif que vous avez engagé sans mon autorisation écrite. Wyatt a fixé le papier. Les projections de revenus dans votre demande de prêt initial, ai-je continué en ouvrant le deuxième dossier, sont environ 40% plus élevés que vos chiffres réels déclarés. J'ai 3 ans de vos données QuickBooks. J'ai posé les impressions de comparaison côte à côte. Soumettre de fausses informations financières à un prêteur privé dans le cadre d'une demande de prêt constitue une fraude électronique en vertu de la loi fédérale. J'ai transmis la documentation à notre conseil de conformité. La décision de la transmettre aux enquêteurs fédéraux ne m'appartient pas. Mon père n'avait pas bougé depuis qu'il s'était assis. Il me regardait avec une expression que j'avais attendu longtemps de voir. Pas de la cruauté, pas de la déception, mais une recalibration complète et totale de qui il pensait que j'étais. J'ai ouvert le troisième dossier. 2 jours avant que votre fiancée n'appelle pour me dire qu'elle était enceinte, ai-je dit à Wyatt, elle a passé une commande sur un site de cadeaux fantaisie. J'ai tourné la capture d'écran vers eux. L'article, le prix, l'adresse de livraison, 14,99 $, livré à votre domicile. J'ai laissé cela en suspens. Il n'y a pas de grossesse. Il n'y a jamais eu de grossesse. C'était un plaidoyer frauduleux pour manipuler émotionnellement mon père afin qu'il débloque un capital d'urgence pour couvrir un défaut que vous avez causé. C'est à ce moment-là que Wyatt s'est levé. Il a dit que je ne pouvais rien prouver, que c'était du harcèlement, que son avocat allait. Et puis il s'est tu parce que Félix a posé une main à plat sur la table et s'est penché en avant. Et quelque chose dans la qualité de ce silence a communiqué très clairement qu'il n'y avait aucune version de cette conversation où cet argument se terminait bien pour Wyatt. Mon père a mis son visage dans ses mains. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je veux vous dire que c'était de la satisfaction ou de la justice ou la note particulièrement aiguë d'une chose longuement planifiée qui aboutissait enfin. Mais ce que j'ai réellement ressenti, c'était de la fatigue. Fatigué de la manière qui ne vient qu'après avoir porté quelque chose de lourd pendant très longtemps et que vous le posez enfin. Pas triomphante, juste finie. Je veux dire quelque chose, ai-je dit, et je veux que vous l'entendiez tous les deux clairement. J'ai regardé Wyatt. Tu n'as pas été volé. Ma sœur ne t'a pas pris. Tu as fait un choix chaque jour pendant des mois alors que j'étais encore dans le bâtiment, couvrant encore ta courbe d'apprentissage, t'expliquant encore les préférences des clients pendant le déjeuner. Tu as choisi. Je me suis arrêté. J'ai passé 18 mois à être en colère contre elle pour quelque chose qui t'appartenait toujours. Je ne le suis plus. Mais ce que tu as fait après, les chiffres falsifiés, le prêt manipulé, en utilisant le désespoir de mon père pour un petit enfant pour couvrir ta propre dette, cela t'appartient. Cela n'a rien à voir avec qui tu as choisi. Il n'a pas répondu. Je me suis tourné vers mon père. Je ne vais pas prendre l'entreprise, ai-je dit. Je ne suis pas intéressé par Magnolia. Je veux que le privilège sur l'équipement soit levé en échange d'un accord de règlement signé reconnaissant la violation de la clause. Je veux un rachat de bail de 5 ans sur la rue Monroe à la juste valeur marchande. Je veux que cela se fasse par l'intermédiaire d'avocats sans autre contact entre vous et moi en dehors de la correspondance légale. Je me suis levé. Si ces conditions ne sont pas acceptables, Félix déposera l'action en défaut formel lundi matin et transmettra les divergences de la demande de prêt au bureau fédéral approprié.
Ce processus est un dossier public. Je vous encouragerai à ne pas me forcer à le faire. J'ai ramassé les dossiers. J'ai repoussé ma chaise. Mon père a dit mon nom, juste mon nom une fois, d'une voix que je ne reconnaissais pas du tout de mon enfance. Aucun ordre dedans. Aucune attente. Juste le mot prononcé par un homme qui n'avait finalement plus rien sur quoi se tenir. Je l'ai regardé. Tu as construit quelque chose de réel, ai-je dit doucement. Tu as fait ça. Et puis tu l'as remis à quelqu'un qui ne le méritait pas et tu m'as demandé d'être reconnaissante pour un contrat de consultation. Je ne suis plus en colère contre toi pour ça non plus, mais j'ai fini de prétendre que c'était bien. J'ai marché vers la porte. L'accord a été signé 11 jours plus tard. Mon avocat s'est occupé de tout. Je n'étais pas dans la pièce. Je n'avais pas besoin d'y être. Le lundi après que les papiers aient été réglés, je suis allé en voiture à la rue Monroe avant que quiconque n'arrive et je suis resté sur le parking pendant 1 minute à regarder le bâtiment. Des briques et du mortier et une porte verte qui avaient besoin d'être repeintes. 11 ans du travail de ma famille se sont déroulés à l'intérieur de cet espace, et une partie de ce travail était du bon travail, et j'en faisais partie. Puis je suis allé à mon vrai bureau, j'ai fait une tasse de café, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour regarder une annonce de propriété commerciale à East Nashville que mon équipe d'acquisition surveillait depuis 3 semaines. La bague d'émeraude a capté la lumière quand j'ai attrapé ma tasse, petite et silencieuse, et mienne. J'avais une réunion dans 1 heure. Il y avait du travail à faire. Certaines personnes reconstruisent bruyamment. Elles publient les victoires en ligne. Elles rassemblent des témoins. Elles ont besoin que le monde entier voie le tableau d'affichage s'inverser. Je comprends l'impulsion. J'ai passé beaucoup de temps à penser que la validation ressemblerait à la chose dont j'avais réellement besoin. Mais ce que j'ai trouvé de l'autre côté de tout cela, c'est que la meilleure vengeance n'est pas une scène. C'est un matin. C'est un café à votre propre bureau dans un bâtiment portant votre nom sur les documents de propriété, faisant un travail qui compte pour vous pendant que les gens qui vous ont radié sont ailleurs en train de faire face aux conséquences qu'ils ont entièrement créées eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin qu'ils comprennent ce que vous avez construit. Vous avez juste besoin de le construire. Si cela a résonné en vous, si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû mieux savoir, laissez votre ville dans les commentaires et dites-moi quand vous avez réalisé que votre propre silence était plus puissant que leur bruit. Et si vous êtes encore au milieu de tout ça, encore assis dans cette pièce à siroter votre eau et à tout tenir ensemble. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en train de construire.